Bienvenue sur le Facebook Live de l'UGA. C'est un Facebook Live un petit peu exceptionnel, puisqu'aujourd'hui on va répondre à toutes vos questions relatives à la Covid. D'ailleurs, est-ce qu'on dit la Covid? On va essayer d'y répondre là, même si ce n'est pas la question la plus importante évidemment. Pour répondre à toutes ces questions, on a fait venir un expert, infectiologue au CHU Grenoble-Alpes, le professeur Olivier Pollard. Bonjour. Bonjour, merci de nous rejoindre pour pouvoir répondre aux questions des étudiants et parfois aussi peut-être de leurs parents, tels qu'ils ont pu les poser sur le Facebook de l'UGA, sur l'Instagram de l'UGA. On en a eu également sur YouTube, on en a eu en bouche à oreille. Il y a des gens qui sont venus nous voir pour nous poser des questions. Et pour accompagner le professeur Olivier Pollard, on a également le docteur Nicolas Mandini, qui est directeur du Centre de santé universitaire de Grenoble. Bonjour. Et Martin Houdard, vice-président étudiant à l'UGA. Bonjour à tous. Bon, en attendant que tout le monde nous rejoigne sur ce live, on va faire quelques questions qu'on a eues sur les réseaux sociaux qui sont un peu des questions un peu plus légères. Hein. Pour commencer, c'est des questions tour de chauffe. Par exemple, professeur, c'est quoi le quotidien d'un infectiologue depuis mars dernier ? C'est vrai que tous les ans, on est confronté à des épidémies, à la grippe par exemple, ou d'autres épidémies. De temps en temps, de manière plus exceptionnelle, on est confronté à des choses un peu plus critiques. Parfois, c'est juste des menaces. Le SARS en 2003 ou le MERS qu'il y avait depuis 2012, d'autres infections à coronavirus qui se posaient comme des crises qui faisaient qu'on était un peu plus sur le pont. Mais en fait, on était plus vigilants alors qu'on n'avait pas vraiment de cas. Et à l'extrême, d'ailleurs, il y a eu Ebola, où on était en alerte importante et même très importante et finalement, on n'a eu aucun cas. Et là, par contre, c'est quelque chose de complètement exceptionnel, pas d'inattendu, parce qu'on savait bien de toute façon que la situation faisait que des pandémies virales avaient déjà eu lieu par le passé et que des nouvelles pandémies virales allaient apparaître. Et donc là, ce n'était pas simplement qu'on était vigilant, c'est qu'on a dû faire face à plusieurs centaines de cas. Et donc, le quotidien d'un infectiologue, c'est être à la fois avec les personnes infectées et leurs familles, c'est être avec les soignants pour élaborer avec eux le meilleur système de protection et répondre à leurs questions. C'est être en tant que chercheur et avec les autres chercheurs à réfléchir sur les questions qui se posent et comment y répondre, soit en termes de compréhension de la maladie, soit pour améliorer la prise en charge de cette maladie. Et puis, c'est être aussi en lien avec des questions d'organisation au niveau de l'hôpital, au niveau des soins en ville, et bombardé de plein de questions très intéressantes et dont on n'a pas forcément la réponse au début. Mais donc, c'est une période dans laquelle on apprend beaucoup. J'imagine que vous avez des tas de sollicitations de la part des médias, non ? Oui, les gens sont intéressés par des questions parfois futiles et parfois très intéressantes au niveau de la contagiosité, au niveau du risque lié aux enfants, au niveau du risque de transmission par tel ou tel geste. C'est des questions qui ont interrogé énormément de monde et donc les médias, effectivement, étaient intéressés aussi. Je pense qu'on va retrouver certaines de ces questions dans le déroulé de ce live. Une autre question, celle-là on l'a eu en story Instagram, on l'a eu assez souvent d'ailleurs. Est-ce qu'on dit le Covid ou la Covid-19 ? Au début, on a dit le Covid, parce qu'en français, un mot qui finit par id, on avait plutôt envie de le traiter comme un mot masculin. Mais en fait, comme Covid, c'est l'abréviation de Coronavirus Disease, la maladie à coronavirus, 19 parce que c'est apparu en décembre 2019, et que disease, maladie en français, c'est féminin, on a finalement basculé, avec un petit peu de mal peut-être, pour dire la Covid. Donc on va essayer de rester sur la Covid pendant tout ce live. Une question un peu générale où on s'éloigne un petit peu de l'aspect infectiologie. Est-ce que vous pensez que l'on pourra parler dans quelques années d'une génération Covid-19 comme d'un moment qui va marquer l'identité, la construction des plus jeunes ? Alors, c'est une question aussi que j'adresse à vous trois d'ailleurs. Je ne suis pas sûr que ça va marquer les plus jeunes différemment des autres plus âgés. Je pense que ça marque tout le monde. Par ailleurs, j'espère que ça va être une situation qui ne va pas durer au-delà du printemps ou de l'été, disons de l'été de l'année prochaine,
Et je n'anticipe pas que ce soit quelque chose qui va durer pendant 5 ou 10 ans. Et je ne pense pas que ça marquera une génération comme par exemple une génération a pu être marquée par le sida. Que par contre, toute la population se souvienne de ce drôle de printemps qu'on a vécu et peut-être de ce drôle d'hiver qu'on va vivre, oui, ça c'est certain. Ouais, pour ce qui me concerne sur le public étudiant, je pense qu'il y aura quand même un vécu sur l'expérience étudiante qui a quand même été très différente sur la période de confinement et qui est encore très différente à cette rentrée avec des cours en distanciel, des choses comme ça. Donc je pense que sur le vécu de l'expérience étudiante et sur les traces que ça pourra laisser, il y aura une différence. Peut-être que ça sera aussi une richesse sur la manière dont les étudiants la valoriseront dans leur vie professionnelle. Super. Après ce tour de chauffe, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous vous doutez bien que l'une des questions que l'on a reçues le plus souvent, même si on les a synthétisées, ces questions, on les a regroupées, mais la question la plus fréquente, c'est ce virus, c'est quoi? Comment il se répand? Comment il mute? Puisqu'apparemment il mute. Quel est le niveau de connaissance scientifique que l'on a aujourd'hui autour du virus? Alors, pour reprendre du début, les coronavirus, c'est un grand groupe de virus qui sont présents pour certains chez l'homme, pour certains chez les animaux. Il y a 4 coronavirus qui existent déjà en tant qu'agents de maladies humaines et agents de maladies humaines pas bien méchantes. Donc il y a plein de virus différents et parmi eux ces coronavirus qui donnent essentiellement des maladies respiratoires bénignes et en particulier des rhumes. C'est des virus qui sont présents aussi chez les animaux pour certains d'entre eux. Et on sait bien que le fait d'avoir des familles de virus à cheval comme ça sur les animaux et sur les hommes, c'est un bon moyen de faire émerger des nouveaux virus. Des virus qui soient des mélanges de virus animaux et humains, par exemple, ou même directement de virus animal capables d'infecter l'humain. L'image que tout le monde a en tête, c'est la grippe. Et par exemple, la grippe espagnole qui a fait 40 ou 60 millions de morts en 1918 était une grippe aviaire. C'était aussi un virus animal qui s'est porté chez l'humain. La dernière grippe pandémique qu'on a eue en 2009, c'était une grippe qui venait d'un réservoir à la fois aviaire, en particulier le canard, et le porc. Et les coronavirus ont montré aussi cette nature de traversée dont ils sont capables à plusieurs reprises. En 2003, on avait déjà eu l'expérience du SARS, un virus, donc le syndrome aigu respiratoire, une maladie née en Chine qui a explosé sur le plan épidémiologique, en tout cas qui s'est disséminée sur un plan épidémiologique à partir de Hong Kong parce que c'est une plaque tournante de voyage et qui a permis qu'une épidémie cantonnée à la Chine devienne mondiale en 24 heures. C'était une pneumonie liée à un coronavirus et dont on a pu retracer que son réservoir d'origine était probablement la chauve-souris. Et entre-temps, il était passé par la civette, un petit mammifère qui était vendu dans des marchés. Une seconde fois, cette traversée s'est manifestée. On a eu le MERS, le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, qui est apparu en particulier en Arabie Saoudite et après qui est resté beaucoup dans la péninsule arabique. Il n'y a pas eu beaucoup d'autres cas en dehors en 2012 et qui était lié à un coronavirus. Et là aussi, on a pu retracer. Le réservoir était une chauve-souris, parce que les chauves-souris sont le réservoir de plein d'infections virales, qui était ensuite passé par le dromadaire ayant servi en quelque sorte de pont entre la chauve-souris et l'homme. Le SARS, ça a été environ 8000 cas, une mortalité de 10%, et une maladie qui a disparu en avril 2300, qu'on comprenne vraiment pourquoi. Le MERS, il y a eu moins de cas. On considère qu'il y a eu environ 2400 cas depuis 2012, des petites épidémies. Il y a une mortalité élevée, mais probablement parce qu'on détecte que les cas graves et on détecte mal les cas bénins. Et cette maladie, elle était évolutive sur le mode de petites épidémies, donc depuis bientôt 8 ans. Et là, cette fois-ci, on a eu cette nouvelle émergence d'un nouveau coronavirus qui vient à nouveau des animaux, probablement là aussi comme réservoir de la chauve-souris. Et à un moment, on a dit peut-être que le pangolin était le pont entre la chauve-souris et l'homme. Finalement, depuis, le pangolin est resté bien célèbre parce que c'est un animal rigolo et un peu totem, mais probablement que les données qui l'incriminent ne sont pas très robustes. Par contre, que
ce passage, encore une fois, entre l'animal et l'homme ait été favorisé par des méthodes particulières de marchandisation et de regroupement d'animaux vivants, ça c'est sûr. Toujours est-il que ce qui était d'abord une petite épidémie autour d'un marché aux animaux vivants de Wuhan en décembre dernier est devenu ensuite une épidémie à l'échelle d'une ville, puis d'un pays. Alors la Chine a très rapidement confiné et a déclaré assez peu de cas autour de Wuhan, mais par contre qui est devenue aussi rapidement ensuite une épidémie mondiale, et même au bout d'un moment, l'OMS a employé le terme, c'est-à-dire une pandémie. Un nouveau virus, et ce virus-là, comme les autres coronavirus qu'on connaissait, attaque surtout les voies respiratoires, et donc est responsable surtout, enfin en tout cas c'est ce qui amène les gens à l'hôpital le plus souvent, de pneumonie. C'est des virus qu'on connaissait un peu, mais pas si bien que ça, parce que d'une part, les 4 coronavirus déjà présents chez l'homme ne faisaient pas des maladies bien méchantes, donc on n'a pas cherché de vaccin, par exemple. Le SARS, ça avait beaucoup inquiété les gens, mais comme il avait disparu sans jamais revenir en 2003, ça n'avait pas non plus donné lieu à des financements de recherche très importants. Le MERS, un peu plus, mais en même temps, il n'y a eu que 2500 cas depuis 8 ans, donc ce n'était pas non plus une maladie qui avait énormément attiré l'attention sur elle. Et là, c'est tout différent. Là, par contre, on est à plusieurs dizaines de millions de personnes touchées, on est à plusieurs millions de morts, et on est sur une maladie qui a montré, en plus, le fait qu'elle pouvait non seulement venir, mais revenir. On l'a vu aux USA et on est en train de le revoir là en Europe. Et donc, au contraire, là, il y a un énorme effort qui a été mis en recherche pour caractériser le virus, la maladie, d'éventuels traitements. Et là, les essais cliniques ont été pour la plupart assez décevants. Je parle des essais cliniques bien menés. Et puis de vaccins. Et là, c'est un peu l'espoir. On va en reparler dans quelques minutes parce qu'on a en effet pas mal de questions autour des vaccins. Mais ce que j'entends dans cette histoire, dans cette circulation du virus, c'est qu'il y a eu des phases finalement. Il y a eu, on parle beaucoup d'ailleurs de mutations dans la circulation du virus. L'une des questions que l'on a reçues, c'est est-ce que le virus est aussi dangereux en ce moment qu'en mars dernier? Est-ce qu'on est en train de vivre un rebond du virus, une autre vague du virus en ce moment? C'est le même virus. Il a peu changé, voire pas changé du tout. Il y a des virus, alors on classe les virus en fonction de leur génome. Il y a des virus qui stockent l'information sous forme d'ARN, c'est les plus courants, et d'autres sous forme d'ADN. Et comme stocker son virus sous forme d'ARN, c'est pas très performant, ça entraîne des erreurs, des mutations. Et il y a des virus qui mutent beaucoup. La grippe, par exemple, ce qui fait que tous les ans, on a une grippe un peu différente, enfin des grippes un peu différentes, et donc tous les ans, d'ailleurs, il faut faire un vaccin un peu différent. Le VIH aussi, c'est un virus qui mute beaucoup, ce qui gêne pour les vaccins, et ce qui fait aussi que les traitements sont très efficaces si on en met plusieurs. Très efficaces, mais encore une fois, pas en monothérapie. Le SARS-CoV-2, lui, il mute peu. C'est quelque chose qui est très suivi. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la page d'un site qui s'appelle Nextstrain, nextstrain.com ou .org, je ne sais plus, qui suit les mutations de différents virus ARN, dont le coronavirus, et en fait, on voit qu'il n'a pas muté. Okay. Ce qui change, c'est qu'actuellement, on a des populations plus jeunes qu'avant, donc avec moins de gravité, parce que c'est plutôt les gens un peu plus âgés qui font des problèmes de santé avec le Covid, mais c'est le même virus. De la même manière, la vague du printemps, c'est une vague qu'on a très mal vue parce qu'on testait que les cas graves. Donc on a loupé 90% des cas. Alors que maintenant, on est en train de tester beaucoup plus, et donc on a une vision plus en profondeur de l'épidémie. On voit en particulier plein de formes pas graves, mais rien n'a changé dans la maladie elle-même. C'est juste la détection qu'on a fait qui est meilleure. Et est-ce que l'on peut dire, c'est une des questions qu'on nous pose, est-ce que l'on peut dire qu'il y a un rebond épidémique en ce moment, que l'épidémie reprend? Est-ce qu'on est dans une nouvelle vague, notamment en Europe? C'est du vocabulaire, on peut utiliser le mot qu'on veut. Ce qui est sûr, c'est que l'incidence est plus élevée maintenant qu'il y a 2 mois. Okay. Et que c'est une pente qui est à peu près continue. Et que cette pente continue, on l'a vu aux USA dès le mois de juin parce qu'ils ont déconfiné trop tôt. Mais même les pays qui ont fait un confinement plus dur jusqu'à disparition de la maladie, enfin disparition en tout cas, écrasement de la circulation du virus, comme l'a fait la France,
Ces pays comme un peu l'Italie, puis surtout l'Espagne, le Royaume-Uni, la France, oui, on voit actuellement une nouvelle augmentation. On peut appeler ça une nouvelle vague si on veut, on peut appeler ça un rebond, comme on veut. En tout cas, il y a actuellement plus de cas que cet été. Alors, justement, sur les solutions, on a eu beaucoup de questions, alors surtout sur les stories Instagram, autour de la notion de vaccin. Est-ce qu'il existe un vaccin? Est-ce qu'il va y avoir un vaccin? Est-ce que le vaccin va mettre un terme définitif à la pandémie? Et les personnes qui ne nous posaient pas des questions sur les vaccins nous posaient des questions sur l'immunité collective. C'est quoi cette notion d'immunité collective? Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est une solution efficace? Quelle serait la solution efficace contre le Covid? Alors, pour répondre à ces questions, on peut prendre un peu de façon générale. Un des moyens de protéger les gens, effectivement, c'est qu'ils aient une mémoire immunitaire contre une infection. Si on ne veut plus que l'infection circule dans une population, il faut donner de la mémoire immunitaire aux personnes. Il y a deux solutions. Soit elles font la maladie et elles sont protégées. C'est ce qu'on fait en France avec la varicelle, par exemple. La varicelle, elle circule beaucoup chez les enfants. Ça tombe bien, chez les enfants, elle est exceptionnellement grave, contrairement à la rougeole. Elle circule beaucoup chez les enfants. Et donc, l'immunité antivaricelleuse de la population est bonne. Et ce qui fait que la varicelle, il y en a un peu, mais il n'y en a pas beaucoup. L'autre moyen, c'est pas de faire circuler l'infection, c'est de vacciner les gens. Et c'est ce qu'on essaye de faire, par exemple, pour la polio. Enfin, ce qu'on est bien arrivé à faire, par exemple, pour la polio. Bâtir une mémoire dans la population grâce au vaccin, de manière à ce qu'il y ait 0 cas. Puisque la polio pouvant être grave, se dire « je vais faire circuler la polio, comme ça les gens auront la mémoire immunitaire », bah oui, mais ça veut dire qu'on va avoir plein de cas de polio grave. Et c'est ce qui se passait avant le vaccin dans la première moitié du XXe siècle. Le Covid, étant donné qu'il y a des formes graves qui ne sont pas rares, étant donné qu'il y a une mortalité qui est en gros 10 fois celle de la grippe, c'est vrai qu'on n'a pas du tout envie de tabler sur l'immunité collective pour mettre fin à l'épidémie. On ne va pas dire, par exemple, on va laisser l'infection circuler pendant 1 an ou 2, et comme ça, les gens seront protégés. Oui, mais si entre-temps, on a 500 000 morts, ce n'est pas du tout quelque chose qui est acceptable. Par contre, la solution qui sera probablement bonne, c'est celle de vacciner, en particulier de vacciner les gens qui sont à risque que leur Covid tourne mal. Et il y a un effort énorme qui est fait sur le plan industriel, mais aussi universitaire, pour mettre au point des vaccins, de façon d'ailleurs un peu sans précédent, parce que c'est la première fois qu'on est confronté à une maladie à la fois aussi brutale, pandémique et grave. Et donc, il y a des candidats vaccins qui sont testés. Pour l'Ebola, ça avait permis qu'il y ait au moins un vaccin très efficace qui soit découvert. Mais l'Ebola, c'était énormément moins de monde, donc ça allait moins vite. Et là, par contre, très rapidement, dès que la séquence du virus a été publiée le 17 janvier, il y a eu des laboratoires qui ont commencé à réfléchir à différents types de vaccins, parce qu'il y a plein de manières différentes de vacciner. Et il y a actuellement 9 vaccins, 9 si on compte le vaccin russe, mais le vaccin russe, il n'a montré aucune donnée, donc on ne sait rien de lui, et donc je ne sais pas vraiment si on peut le compter. Mais pour les autres, sinon, il y a 8 vaccins qui sont actuellement à l'étude chez l'homme, dont on sait déjà qu'ils ont très peu d'effets indésirables. Donc là, on les teste maintenant à grande échelle, à la fois pour être sûr à grande échelle qu'il n'y ait pas d'effets indésirables, et surtout pour savoir s'ils protègent de la Covid. Les projections optimistes, c'est qu'on aura un vaccin en février. C'est qu'en vaccin, en février. En février, on aura plusieurs vaccins qui auront montré qu'ils sont à la fois efficaces et sûrs. Et on pourra commencer. L'Europe a pré-réservé des doses. Et au sein de l'Europe, après, ce sera réparti entre les différents pays. Ça a été un achat groupé, un pré-achat groupé. On pourra commencer à déployer, en tout cas, entre la fin de l'hiver et le début du printemps, ces vaccinations. Mais ce qui veut dire que ça mettra peut-être fin à la pandémie, mais pas avant le printemps. D'accord. Bon, la projection optimiste, en effet, est optimiste et nous redonne un peu d'espoir. On a une question qui nous a été posée sur Facebook par une jeune maman.
qui nous dit qu'il y a beaucoup de rumeurs sur les plus jeunes. On dit que le virus ne donne pas de symptômes chez les enfants, mais c'est eux qui le transmettent. Donc du coup, elle nous demande, est-ce qu'il est possible que le virus attaque les enfants, les nouveau-nés? Est-ce que ça se transmet in utero? Et plus généralement, qu'est-ce qu'on sait des jeunes contaminés aujourd'hui? Est-ce qu'on connaît un pourcentage? Est-ce qu'on sait s'ils sont vraiment vecteurs, si c'est vraiment... Quelles sont les rumeurs à débunker autour des jeunes et de la Covid-19? Alors en fait, là, il y a 2 thématiques ou 3 thématiques. La première thématique, c'est les enfants font-ils des formes plus graves ou moins graves? La deuxième thématique, c'est les enfants sont-ils des vecteurs de l'infection? Et la troisième question, c'est y a-t-il une transmission materno-fétale? Pour la dernière question, la réponse est facile. Il n'y a pas de transmission de la mère à l'enfant. Ça a été étudié très tôt en Chine sur des femmes enceintes. Il n'y a pas eu de transmission du virus à l'enfant. Et d'ailleurs, ça n'avait pas non plus été décrit pour les autres coronavirus. On se méfie parce qu'on n'est pas à l'abri d'une surprise comme avec le Zika, qui lui était transmissible à l'enfant. Mais étant donné maintenant tout ce qu'on a comme données, non. Vraiment, il n'y a pas de transmission materno-fétale pendant la grossesse. Est-ce que les enfants font des formes moins graves? Oui, ça c'est sûr. Il y a quelques cas graves qui ont été décrits au printemps, en particulier à l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris, d'enfants qui avaient des maladies un peu diffuses, pas que pulmonaires, d'inflammation diffuse. C'était quelques cas marquants, mais c'était de très rares cas. L'impression qu'on a, c'est que comme dans plein d'autres infections virales, plus on la fait tard, plus elle est difficile à tolérer. Et donc, ce qu'on a maintenant vraiment comme données robustes, c'est que les enfants font exceptionnellement des infections graves. Si on regarde les gens en réanimation, en Lombardie, au plus fort de l'épidémie, il y avait 2 enfants en réanimation alors qu'il y en avait 8000 adultes. Donc, c'est rien. La vraie question qui reste en suspens, c'est est-ce que les enfants sont des vecteurs? Et c'est important parce que ça veut dire que est-ce que ouvrir les écoles, c'est un risque? Est-ce que ouvrir les écoles, ce serait un risque que le virus circule à l'école et après circule dans les familles des enfants qui rentrent de l'école? C'est ce qu'on craignait au début parce qu'on pensait à la grippe. Et la grippe, ça marche bien comme ça. La grippe, en général, c'est les enfants, la première population touchée, et ensuite, ça dissémine chez les autres. Et c'est pour ça, par exemple, que certains pays, comme l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni, proposent de vacciner tous les petits-enfants pour protéger les adultes. C'est l'inverse d'autres infections où on vaccine les adultes pour protéger les enfants, comme la coqueluche. Là, c'est l'inverse. On vaccine les petits-enfants pour protéger les personnes âgées. Les données qu'on a, elles nous montrent plutôt que quand un enfant est positif, la famille autour de lui n'est pas beaucoup positive. Donc, ce serait plutôt en faveur de dire que les enfants, d'une part, ne font pas de forme grave ou très peu, et par ailleurs ne sont pas des agents de dissémination importants de l'infection. Bon, là, on a rouvert les écoles à la rentrée, et à mon avis, c'était une décision qui se tenait, mais tout le monde, là aussi, est très vigilant pour voir ce qui se passe. Bien sûr. Alors justement, en parlant des jeunes, en parlant aussi des étudiants, on a eu alors non pas des questions sur l'Instagram UGA, mais beaucoup de réactions, et des réactions positives de la part des BDE, de la part des associations étudiantes, qui nous disent qu'en lien avec l'établissement, bien sûr, ils prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité sanitaire lors des événements qu'ils organisent, notamment en début d'année. Martin Houdard, qui est vice-président étudiant UGA, est-ce que vous constatez ça également sur le terrain, dans vos échanges quotidiens avec les étudiants et avec leurs représentants? Oui, alors globalement, je pense un point qui est important et qui me tient à cœur de mentionner, c'est que les étudiants sont globalement responsables, portent le masque, et je pense que c'est important parce que les jeunes, quelles que soient les pratiques, sont de bons médiateurs pour le reste de la société, des bons gestes à suivre. Sur les événements étudiants, de la même manière, je trouve que c'est très satisfaisant de voir que beaucoup de BDE, beaucoup d'associations font des événements en extérieur, qui permettent le respect des gestes barrières, la distanciation, le port du masque. Et je pense que c'est important à continuer. Et pour ça, de ne pas hésiter à se mettre en lien, comme beaucoup le font déjà, avec les services de la vie étudiante, qui accompagnent très bien pour être sur des protocoles sanitaires, on va dire, assez bien établis. Il y a peut-être un point de vigilance, là, d'étudiant à étudiant, c'est que la situation fait qu'on est facilement
porteur du virus, que les symptômes sont assez complexes à comprendre, et je pense que le professeur Pollard reviendra là-dessus ensuite, où sont assez divers les symptômes. Et donc, il y a une vigilance à avoir sur le fait qu'on peut être porteur ou qu'on peut être en contact avec des porteurs. Et notamment, je pense aux soirées ou lorsqu'on va dans des bars, des choses comme ça, il faut vraiment être vigilant sur le fait que si on a un doute, si on a des symptômes, si on est en attente des résultats d'un test, c'est peut-être plus prudent pendant une semaine de limiter encore plus que en temps normal ces sorties. Il faut vraiment garder cet esprit de doute sur le fait qu'on soit porteur ou qu'on soit contact, notamment quand on est entre étudiants, parce qu'après, c'est pour le reste de la société. Et puis aussi, c'est les conséquences qu'ils pourront avoir sur les cours ensuite qui pourraient être importantes. Alors justement, on va parler des symptômes. On a eu énormément de questions autour des symptômes en réponse à nos stories Insta. On ne va pas toutes les poser, mais évidemment, la question qui revient le plus, c'est quoi les symptômes? Quels sont les symptômes les plus évidents de la maladie? On nous a demandé s'il est possible d'avoir le virus, mais pas de symptômes, et à l'inverse, d'avoir qu'un seul symptôme parmi tous ceux qu'on entend dans les médias. On a même eu une personne qui nous a dit voilà, je me suis réveillé ce matin après une soirée, j'ai des céphalées, diarrhée, nez qui coule. Est-ce que j'ai le Covid? Alors, évidemment, on ne peut pas répondre à ce genre de questions-là, mais quels sont les symptômes les plus évidents ou que l'on voit le plus souvent autour de la Covid-19? Alors, on pourrait déjà, pour répondre, dire que toutes les questions, enfin toutes les interrogations posées sont justes. Oui, on peut avoir des formes du virus sans symptômes, les formes asymptomatiques. On pense même que c'est la moitié des cas, voire plus chez les gens les plus jeunes. Est-ce qu'on peut avoir qu'un seul symptôme? Oui, il y a des gens, par exemple, ils ont juste la toux. Certaines personnes ont juste un peu de diarrhée, mais c'est surtout chez les gens âgés. C'est vraiment les symptômes les principaux, c'est les symptômes autour de la respiration. Le fait d'avoir en particulier une petite toux et éventuellement le souffle un peu court avec de la fièvre. On voit un peu tout, c'est-à-dire qu'on voit de la toux sans fièvre, on voit de la fièvre avec essoufflement sans toux, on voit de l'essoufflement sans fièvre, etc. Mais ça tourne quand même autour de ça. Les symptômes du genre nez qui coule, non. Juste le nez qui coule tout seul, ça, c'est pas une Covid. Par contre, j'ai un peu mal partout, j'ai de la fièvre, j'ai un peu de fièvre et je tousse. Oui, ça peut complètement être un Covid. C'est un peu le problème d'ailleurs, c'est que c'est pas du tout un tableau spécifique. Et là, on va rentrer dans les mois froids bientôt. Et ces mois froids, ils sont propices au fait d'avoir la grippe, d'avoir d'autres infections virales des poumons et qui donnent exactement les mêmes signes. Bon, la grippe donne souvent plus de fièvre. Mais les symptômes les plus courants, c'est ça. C'est j'ai un peu de fièvre et je tousse, voire je suis essoufflé. Et les symptômes qui doivent faire dire attention, là il y a un problème, justement, c'est ceux qui tournent autour de l'essoufflement ou des malaises. Je suis tellement fatigué que dès que je me lève, je suis au bord du malaise. Bon, si c'est après une soirée étudiante avec de la vodka tip and top, je suis pas sûr que la tequila, je suis pas sûr que ce soit complètement spécifique au Covid, mais blague à part, si on est fatigué au point de ne plus pouvoir se lever, et surtout si on est essoufflé, là, ça peut être un signe d'alerte pour consulter son médecin généraliste ou au centre de santé universitaire. Mais là, c'est probablement quelque chose où il ne faut pas rester en se disant ça va passer. Mais encore une fois, par contre, il y a plein de gens qui sont asymptomatiques. Ça, on le sait, on le savait parce qu'il y avait eu des études qui avaient été faites, par exemple, sur des paquebots de croisière où les gens étaient en quarantaine. Et on testait tout le monde. Et on voyait les positifs et les négatifs. Et parmi les positifs, ceux qui sont asymptomatiques. Et on l'a vu en France ces dernières semaines avec le contact tracing, où on a fait plein de diagnostics chez des cas contacts qui étaient complètement asymptomatiques. D'où l'importance, justement, de respecter ces gestes barrières. Et en particulier, le plus important de tous, le port du masque, tout le temps. Même quand on est en interview pour un Facebook Live. Voilà. Alors justement, docteur Nicolas Manzini, en tant que médecin et responsable du centre de santé universitaire, vous êtes face à un public qui est majoritairement étudiant, qui est souvent asymptomatique, comme on l'a dit. Quels conseils généraux vous donnez aux étudiants qui viennent vous voir? Est-ce que vous êtes face à des étudiants qui sont plutôt inquiets pour eux, plutôt inquiets pour la santé des autres personnes, de ceux qui les entourent? Alors,
Effectivement, les étudiants ont bien compris que c'était une population qui était beaucoup moins vulnérable que les personnes, les adultes âgés et avec des maladies chroniques. Donc c'est certain que du coup, ils sont beaucoup plus sensibles à la santé des autres. Et la question la plus souvent mentionnée, c'est est-ce que je suis cas contact? Est-ce que j'ai été cas contact? Est-ce que je transmets la maladie alors que j'ai pas de symptômes? Mais que dois-je faire? Je m'isole en attendant, je fais un test, j'en fais pas. Donc c'est vraiment, et c'est pas pour leur santé véritablement, parce que c'est souvent ils ont soit asymptomatiques, soit des petits symptômes, je veux dire banaux. Donc c'est pas leur vrai questionnement, mais c'est plutôt effectivement vers leur famille, leurs membres de famille plus âgés. Donc là, c'est toujours un petit peu difficile de répondre notamment à ces questions de cas contact, parce que pour avoir un cas contact, il ne faut pas qu'il y ait de protection, donc pas de masque de part et d'autre. Sinon, si on porte un masque, théoriquement, on n'est pas sujet contact. Donc ça, c'est ce qu'il faut garder comme message, c'est-à-dire que les conseils qu'on donne d'une façon générale, c'est effectivement c'est les gestes barrières. Je crois que tout le monde est d'accord pour limiter cette pandémie, il faut adopter ces gestes barrières qui sont le port du masque, bien entendu, en tout lieu, dès qu'on est en collectivité. Même si on respecte cette distanciation d'1 mètre, il faut quand même porter ce masque-là. Même si on est asymptomatique et qu'on pense qu'on n'est pas du tout porteur du virus. Et puis c'est aussi, parce qu'on en voit quand même encore, les embrassades, un petit peu moins les serrages de main, mais on en voit encore un petit peu. Et puis effectivement le lavage des mains et puis tout ce qui est manuporté. Ça c'est très important. Voilà, professeur Epaulard pourra rentrer plus en détail, mais c'est toujours la question. J'ai un document dans les mains. Est-ce que le fait de le donner, j'ai ma carte bancaire, ma carte vitale, enfin. Et ça, c'est toutes des questions qu'on a de crainte d'être porteur de ce virus et de le transmettre. C'est vraiment la transmission qui est vraiment au cœur du problème de chacun. Mais par contre, c'est vrai que les étudiants sont bien conscients de leur état protégé par rapport à leur âge et leur peu de comorbidité en termes de maladie. Je me permets de rebondir et de revenir sur ces derniers éléments. Justement, lorsque l'on a quelque chose en main et qu'on le transmet, carte vitale, carte bancaire, est-ce qu'il y a des risques de transmission? Bof. Non. C'est vrai que le manuportage, ça peut être important pour certaines surfaces, mais il faut pas se moucher dans ses doigts, par exemple, et après porter sa carte vitale. Après, la transmission par les objets, c'est vrai que c'est quelque chose qui est probablement très peu à risque. La transmission par les surfaces, je pense aux villes qui ont des métros ou chez nous le tram, est-ce qu'il y a un risque de transmission du genre j'éternue dans mes mains et puis après je touche la poignée et puis quelqu'un derrière touche la poignée? Oui, c'est pas impossible que ça joue. La perception qu'on en a d'après la littérature, c'est quand même que le vecteur principal, c'est l'air. C'est le fait d'être sans masque, que les deux personnes soient sans masque. Après, si on a un masque, vraiment, je ne suis pas inquiet. Après, c'est vrai que c'est problématique en privé. Et il y a ces choses qui sont à mi-chemin entre le privé et le public, qui sont les soirées qu'on fait. Dans quelle mesure est-ce qu'il faudrait garder son masque en soirée tout le temps ? Alors c'est vrai quand on mange ou quand on boit, bah c'est pas possible. Mais par ailleurs, c'est la chose qui marche. Et on avait eu en France un confinement au printemps, un confinement très dur et qui avait complètement éteint presque complètement éteint la circulation du virus. On n'a pas du tout envie d'y revenir. Ce qu'on voit là, c'est que les gens sont relativement bien masqués dans plein de situations, mais que dans plein de situations à mi-chemin entre le privé ou le public, et puis même dans les bars quand on est assis ou autre, les gens n'ont pas le masque. C'est difficile de dire aux gens en soirée portez le masque. Mais c'est probablement autour de ça qu'on réfléchit quand même. Et vous évoquiez le fait des embrassades ou les choses comme ça quand on se croise. Probablement qu'il faut... Non, c'est pas la saison. Là, on est en Covid. Et en saison Covid,
pour éviter à soi, mais surtout aux gens plus âgés qu'on aime de les contaminer, on garde tant qu'on peut son masque. Super. On va voir d'autres questions liées à la prévention, aux bons gestes, pour éviter justement d'être diffuseur de la Covid. On nous a demandé combien de temps est-ce qu'on doit rester chez soi, alors le terme confiné n'est peut-être pas très bon, mais en quarantaine, si on est testé positif. Il faut rester combien de temps chez soi? Et une question qui est directement liée, sans même parler de confinement, est-ce que ça a du sens, même si l'on n'est pas cas contact, si on n'est pas positif, est-ce que ça a du sens de limiter ces sorties pour limiter la propagation du virus? Si on est testé positif, on considère qu'on est contagieux 2 jours avant et jusqu'à 5 jours après le début des signes. C'est-à-dire jusqu'à 2 jours avant, puis jusqu'à 5 jours après le début des signes, on a du virus contaminant dans les prélèvements. Après, on peut encore avoir des prélèvements positifs, mais ce n'est pas du virus contaminant. Parfois, d'ailleurs, ça dure longtemps, mais on n'est pas contagieux. Et donc, au début, on disait 14 jours, puis après, on a cherché à raccourcir, et finalement, maintenant, on dit c'est 7 jours. Si j'ai un test positif, je suis théoriquement contagieux encore 5 jours, et donc on étend jusqu'à 7. C'est un risque très théorique, mais c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on dit. Et donc, alors, je ne sais pas si confinement, c'est le bon ou le mauvais terme, mais en tout cas, effectivement, il faut voir le moins de monde possible et sortir le moins possible si on a un test positif, de manière à ne pas le disséminer. Et par ailleurs, il faut prévenir les personnes avec qui on a pu être en contact pendant cette fenêtre, moins 2 jours, plus 5 jours par rapport au début des signes, pour leur dire tu es cas contact. De manière à ce qu'ils se fassent dépister, même si en ce moment le dépistage des cas contacts seuls, c'est pas simple, et qu'ils soient vigilants par rapport à eux-mêmes éventuellement, et qu'en attendant, ils continuent à mettre le masque de la manière la plus efficace et la plus continue possible. Après, dans sa vie de tous les jours, si on n'est ni symptomatique, ni contact, ni positif, ni rien, est-ce qu'il faut modifier ses habitudes de vie? Je ne pense pas vraiment à partir du moment où on se masque. On peut aller au ciné, on peut aller à des concerts, on peut sortir à partir du moment où on se masque. C'est vrai qu'il y a toujours cette histoire mais quand je bois quelque chose ou quand je mange quelque chose, j'ai pas mon masque. Mais il y a un monde, je pense, entre dire j'ai mon masque tout le temps, mais quand je bois quelque chose ou quand je mange un petit truc, je l'enlève le temps et je remets. Et le fait de dire je vais passer une soirée entière, on va être 20 personnes et personne n'est masqué à l'intérieur. Or, je pense que la situation nécessite que dans ces événements privés, on soit masqué. On est plusieurs, je pense, à avoir assisté à des mariages où tout le monde est masqué. Oui. Alors justement sur les masques, je vais vous les poser quand même, on ne voulait pas les poser, mais on a des questions qui sont polémiques sur les masques. On nous a demandé, surtout en message privé sur Facebook, à quoi ça sert le port du masque en extérieur, lorsqu'on est en plein air? Est-ce que c'est vraiment utile? On nous a demandé aussi, est-ce que c'est utile d'avoir le masque? Parce que finalement, on le porte tous 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Est-ce qu'au bout d'un certain temps, il est plus efficace? Ou au contraire, est-ce qu'il cesse d'être efficace? Est-ce qu'il peut faire du mal? Quelle est la bonne manière d'utiliser ce masque? Alors, est-ce qu'il est efficace? Ça oui, ça c'est sûr. On a plein de données à la fois observationnelles et expérimentales pour dire que le masque, et en particulier ce type de masque-là, qu'on appelle le masque chirurgical, protège très bien contre l'infection à Covid. Nous, par exemple, à l'hôpital, dans les services qui sont occupés de Covid au printemps, on a eu 0 cas parmi les soignants. Alors qu'on a eu jusqu'à 10 services qui s'occupaient que de Covid au plus fort de la vague, en avril. Et on a eu 0 cas de contamination chez les soignants. Donc on avait un port du masque qui était vraiment efficace. Après, ce masque, c'est un dispositif filtre. Est-ce qu'il peut être dangereux? Non. Est-ce qu'il peut être essoufflant? Non. Est-ce qu'il peut donner un asphyxie? Non, pas du tout. C'est le masque avec lequel les chirurgiens opèrent pendant 10 heures de suite parfois. Et ils ne font pas de malaise, les chirurgiens. Très bon argument. Donc je pense que de ce côté-là, on n'est pas inquiet.
Parfois, les gens disent oui, mais ça fait que mon gaz carbonique, il sort pas et je respire mon gaz carbonique. Mais ça, c'est pas du tout en accord avec la réalité. Le gaz carbonique, il passe à travers le masque, comme l'oxygène qu'on inspire par ailleurs. Mais par contre, pas le virus. C'est un dispositif filtrant et comme tel, au bout de quelques heures, il perd de son efficacité. Non pas parce qu'il filtre moins, mais parce que comme il finit par être un peu imbibé d'humidité, au lieu que l'air qu'on inspire ou qu'on expire passe par le masque, il passe un peu par les côtés et donc il est moins efficace. Donc dans l'idéal, il faut le changer, il faut avoir un masque par demi-journée. Il ne faut pas le porter plus longtemps. Il y a des essais qui ont été faits où on sèche le masque et honnêtement, ça marche assez bien. Il y a même des essais où on le passait au fer à repasser, mais ça, c'est vraiment le système D. Je ne pense pas qu'il faille repasser ces masques. Qu'on puisse les réutiliser plusieurs fois, pourquoi pas. Effectivement, dans l'idéal, c'est mieux d'avoir sa boîte de masques pour 2 masques par jour. Comme c'est pas toujours si simple, si on a aussi des masques, et ces masques à soie, qu'on ne prête pas aux autres, et qui pourraient resservir, ça me semble pas une catastrophe. Je me permettrais... Pardon. Juste pour rebondir sur le masque, moi j'ai une question, j'ai pas la réponse, et qu'on nous pose souvent, c'est l'efficacité des masques en tissu qu'on achète ou qu'on confectionne. Je suis un petit peu dubitatif quand même quant à l'efficacité par rapport à un masque chirurgical. Ça veut pas dire qu'il faut pas en mettre, c'est mieux que rien, mais est-ce que parfois c'est pas un petit peu un effet placebo et simplement pour éviter les poustillonnages et les crachats? C'est une question de... Voilà. Très pratico-pratique. Alors, tous les masques sont utiles. Certains peut-être plus utiles que d'autres. Mais cette variable d'efficacité, cette efficacité variable du genre tel ou tel masque est plus ou moins efficace, et c'est vrai, en fonction du nombre de couches de tissu, par exemple. Même un masque avec une seule couche de tissu, c'est tellement plus efficace, ça fait une telle différence par rapport au fait de ne pas avoir de masque, que oui, j'aurais pu le dire aussi, si vous avez vos masques en tissu faits par vous ou faits par quelqu'un qui fait de la couture à côté de vous, parmi vos proches, super, très bien. Là aussi, changez-le, mettez-en 2 par jour et pas un que vous gardez toute la journée, mais super, très bien. Parfois, les gens disent attention, le masque, c'est un piège à virus, si je le touche, je vais être malade, je vais contaminer quelqu'un. Non, pas du tout. Ça ne marche pas comme ça. C'est vrai qu'il vaut mieux essayer de l'enlever quand on veut le baisser, par exemple, pas l'empoigner comme ça et plutôt le baisser comme ça, mais ce n'est pas très important. Ce qui compte, c'est d'avoir son masque sur le nez, tissu ou papier industriel comme ça, et de le porter le plus longtemps possible tant qu'on n'est pas tout seul. Et par rapport effectivement à la question de tout à l'heure, je suis dans le parc, il n'y a personne à 50 mètres autour de moi, est-ce que je porte un masque? Non, c'est pas la peine. Après, la question se pose plutôt dans la rue, où on est tout le temps en train de passer à proximité de personnes, et effectivement on pourrait dire, ah tiens, je traverse une place vide, je le baisse, hop, il y a une rue, je le remets, hop, il y a de nouveau un parc, je l'enlève. Et à mon avis, les êtres humains, ils ne marchent pas comme ça. Les êtres humains, ils marchent plutôt sur le fait de dire, bah tiens, là, je vais le mettre tout le temps, dans l'heure qui vient, parce que je suis en ville. Martin? J'avais la même question que le docteur Mandini. Après, je pense que les étudiants seront très contents de savoir qu'ils n'ont pas besoin de repasser leur masque. Ça leur évitera une petite tâche supplémentaire. Mais justement, on a des étudiants. On parlait d'étudiants responsables tout à l'heure. On a une étudiante qui nous a envoyé un petit message sur Instagram pour nous dire, alors je reprends le message tel quel, pouvez-vous rappeler aux gens qu'il est nécessaire de porter un masque sur le nez également, s'il vous plaît? Merci. Voilà qui est fait. Je relève mon masque à moi. Avant de terminer, peut-être 2 ou 3 questions qui nous sont arrivées entre-temps. Est-ce que la Covid-19 est sexuellement transmissible? Pas au sens où on l'entend comme pour la syphilis. Quand on dit qu'une infection est sexuellement transmissible, ça sous-entend que la façon la meilleure de la transmettre, c'est de frotter 2 muqueuses non respiratoires. Deux muqueuses génitales, ou une muqueuse génitale et une muqueuse anale, ou une muqueuse buccale et une muqueuse génitale, bon, etc. C'est pas le cas. C'est pas une maladie qui a besoin de contacts génitaux pour se transmettre. Probablement que si on est positif, un simple baiser, ça suffit pour la transmettre.
Donc non, ce n'est pas une infection sexuellement transmissible au sens classique du terme. Est-ce que c'est une rumeur que l'on entend aussi, est-ce que cette maladie peut se conjuguer avec d'autres maladies, par exemple grippe plus Covid? Oui, mais on n'a pas l'impression que ce soit en soi problématique. On a eu plusieurs personnes à la fin de l'hiver, parce que quand la Covid est arrivée, en fait, la grippe était en train de diminuer. Et Dieu merci, au printemps dernier, on n'a pas eu la coexistence des deux infections. Mais on a quand même eu des personnes qui étaient infectées aux deux, et en particulier un des premiers patients anglais des Contamines, qui avait été à Grenoble, j'en parle parce que c'est devenu public, avait aussi la grippe. Il avait à la fois la grippe et la Covid, et ça n'a pas posé de problème. Donc, ce qui pose problème, ce n'est pas les autres infections, c'est son terrain à soi. Et effectivement, les gens de plus de 65 ans, ou bien les gens de plus de 45 ans mais obèses, et puis les gens de plus de 50 ans qui ont des problèmes respiratoires sous-jacents marqués ou cardiaques marqués, sont des gens à risque. Mais il s'agit sont des gens à risque de faire une forme grave. Mais il s'agit plus de formes de terrain que vraiment d'association d'infection. Je voulais rappeler aussi quelque chose tout à l'heure que j'ai oublié de mentionner. On parlait des symptômes. Le Covid, c'est une maladie relativement lente. C'est pas comme la grippe où on est contaminé le lundi et malade le mercredi. Là, le Covid, on est contaminé le lundi et on est malade le samedi. Et dans les rares cas où on est très malade, ce qui arrive quasiment jamais avant 40 ans, dans les rares cas où on est très malade, c'est plutôt au bout de 10 jours. Donc il ne faut pas se dire, tiens, j'ai croisé machin hier, aujourd'hui je vais pas bien. Ça ne marche pas comme ça. Une dernière question, on ne lit pas dans les boules de cristal et on sait que la situation est assez compliquée, on a des données scientifiques mais elles évoluent sans cesse. Est-ce que ce sera pire cet hiver? Est-ce que la situation va s'aggraver avec l'hiver? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. C'est vrai qu'on était là sur une pente ascendante de l'infection en termes de cas en ville et maintenant, depuis 10 jours, en termes de cas à l'hôpital. C'est vrai qu'on a presque triplé le nombre de cas en une semaine hospitalisés. Et ça, alors que les gens font déjà gaffe. Les gens mettent quand même pas trop mal le masque dans les espaces publics, en dehors des restaurants et des bars. Et donc, je ne suis pas certain qu'on va arriver, sauf nouvelles mesures, type confinement, mais je ne pense pas qu'on reconfine autant. Je ne vois pas tellement ce qui pourrait empêcher le fait que ça continue à être là. Donc, je ne sais pas si ça va être pire. Je pense en tout cas que c'est avec nous jusqu'au printemps. Et s'il y a quelque chose qui, en dehors d'un confinement, encore une fois, je ne pense pas qu'on y vienne, mais on ne sait jamais, mais en dehors d'un confinement, ce qui permettra de mettre fin à la situation actuelle, c'est les vaccins quand ils arriveront. Merci à tous. On n'a pas pu répondre évidemment à toutes les questions qui nous ont été posées, mais continuez à suivre les réseaux UGA parce qu'on va tenter d'y répondre dans les jours à venir en vidéo avec le professeur Epaulard. On va réaliser tout de suite des petites capsules vidéo avec les questions que vous avez le plus posées. Merci à tous dans le studio, merci à tous qui avez suivi ce live. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. À bientôt. Au revoir. C'est OK.